Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, comme d'habitude en la présence de Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Alors aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet un peu particulier mais qui m'a semblé vraiment nécessaire. Je crois que c'est le sujet le plus important cette semaine, c'est la Syrie. Et alors en plus de ça, il faut préciser, avant de commencer vraiment dans le dur, que vous êtes né en Syrie. Je suis né en Syrie. Mon grand-père était gouverneur des Alaouites, qui à l'époque était à peu près tout le nord de la Syrie. Et les Alaouites sont une race, une religion un peu curieuse, qui est, on dit qu'ils sont musulmans, chiites, mais enfin c'est pas vraiment bien net, parce que par exemple ils n'ont pas de mosquée. Et ils occupaient un territoire qui allait de Latakia sur la côte méditerranéenne, ils remontaient vers la Syrie et ils rentraient beaucoup à l'intérieur des terres comme ça. Mmh. Et c'était donc une population à part. Et la thèse de mon grand-père, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait un État alaouite au Moyen-Orient, un État chrétien, un État kurde, un État druze, oui, un État sunnite et un État peut-être juif. Et comme ça, tout le monde aurait eu son État et on serait pas mis sur la gueule. Oui, enfin, beaucoup moins, quoi. Non, c'est sûr. Et puis ensuite, le Front Populaire est arrivé en France et ils ont décidé qu'il fallait faire de la Syrie une grande république laïque. Ouais. Et on en voit le succès tous les jours. Donc, ce sera même une fois encore les décisions qui ont été prises, comme par exemple la séparation Saïs-Picot, vous savez, entre l'Irak et la Syrie, etc. Tout à fait. Ça a des influences, mais un siècle après, ça continue à faire des dégâts. Donc une décision à la con, comme celle des frères Sarraut dans les années 30, qui étaient ministres des colonies, on continue à en payer les effets imbéciles aujourd'hui, mais plus personne ne se souvient qu'ils ont été très cons, quoi. C'est ça qui est affreux. Oui, oui. Donc c'est ce que j'essaie de dire aux gens, quand vous réfléchissez aux problèmes politiques, essayez de vous mettre un peu dans l'histoire, dans le long terme, parce que si vous avez l'impression que le résultat c'est bon la semaine prochaine, vous dites ce type est un génie, et puis non, pas du tout, quoi. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que la manière dont les médias en parlent est pas très satisfaisante, parce qu'ils ont l'impression déjà de faire de l'histoire lorsqu'ils remontent jusqu'à 2011. Voilà, ils nous parlent des débuts, des printemps arabes, etc., de la répression de Al-Assad, et ils ont l'impression de faire de l'histoire. La vérité, c'est que le pays n'a jamais été véritablement stable, qu'il y a une majorité de la population qui est sunnite, et que... Et il y avait beaucoup de minorités, il y avait énormément de chrétiens, il y avait beaucoup de juifs, il y avait beaucoup de Kurdes, il y avait des Turcs, il y avait donc toute une série de races qui étaient là. Des races, oui, enfin des populations d'origine et des chiites, des sunnites, des chiites assez peu d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que cette espèce de grand État, chacune des minorités voulait en prendre le contrôle à tour de rôle pour pouvoir martyriser les autres, quoi. C'était et donc ça a toujours été le grand problème de la Syrie, c'est toujours la protection minorité. Ouais. Qu'est-ce qui reste comme minorité aujourd'hui en Syrie ? Il reste les Alaouites. Ouais. Il reste assez peu de chrétiens, il reste plus du tout de juifs, et il reste les Kurdes. Ouais. Et quelques druzes. Et quelques druzes qui sont là-bas dans leurs montagnes, qui sont difficilement attaquables. Et quelque part, la grande question que pose ce coup d'État qui vient d'avoir lieu, là, enfin cette prise de pouvoir, c'est la protection de ces deux minorités, les Alaouites et les Kurdes. Ils vont sans doute en prendre un peu la tête pour pas un rond, là. Ouais, c'est clair. Et alors, donc... Vous avez des souvenirs de la Syrie ou pas ? Parce non, j'ai pas de souvenirs. J'avais 3-4 ans, j'ai des souvenirs, c'est des impressions d'enfance comme ça. Mais enfin, mes parents sont mariés là-bas, je suis né là-bas, et j'ai toujours entendu parler de la Syrie dans mon enfance, j'ai toujours entendu parler de ce qui s'était passé pendant la guerre, de l'entrée des Anglais en Syrie, bref, j'ai vécu avec l'histoire syrienne neuve et ancienne depuis que je suis petit, quoi. Ouais. Et donc la Syrie, donc après 1946, elle n'était plus sous mandat français. Et déjà, donc il y avait, enfin, c'était pas vraiment des guerres civiles, mais enfin, il y a des séries de coups d'État à chaque fois, systématiquement. Enfin, c'était vraiment une grosse instabilité. Jusqu'au coup d'État donc d'Hafez al-Assad en 1970. Qui était un Alaouite, et alors les Alaouites avaient été admis, c'était un peu comme une population considérée comme inférieure en Syrie, ils avaient été admis dans les grades inférieurs de l'armée et comme capitaine ou j'en sais rien. Et puis quand Hafez al-Assad, qui était un officier d'aviation, lui, a pris le pouvoir, et c'est eux qui ont pris le pouvoir de la Syrie, c'est les Alaouites. Et alors, pour un Syrien sunnite, si vous voulez avoir un Alaouite qui a pris le pouvoir, c'est
c'est vraiment comme si c'était les sous-hommes qui d'un seul coup étaient au pouvoir. Donc et donc il y a eu des révoltes monstrueuses. Il y a eu Homs, que le père d'Allah a écrasé. Je crois qu'il y a eu 30 000 morts, quoi. Donc c'était l'Assad, dans le Moyen-Orient, quand un tyran local cherche à se maintenir, il fait pas dans l'économie de moyens en général. Non, quand sûr, il tue. On n'entend pas trop parler de la Convention européenne des droits de l'homme, tout ça. Non, tout ça, c'est très abstrait, effectivement. Très abstrait. Mais ça vient des Turcs qui, pour maintenir la paix sur cette région, quand il y avait des types qui bougeaient un peu trop, ils arrivaient et ils tuaient tout le monde. Ils le faisaient aussi en Serbie, ils le faisaient partout. Donc il y avait ensuite, après une révolte, il y avait à la sortie des villages des pyramides de crânes. Qui étaient mis par les Turcs pour rappeler aux gens qu'on rigolait pas, quoi. De toute façon, l'histoire de ce pays, c'est un peu ça. C'est soit des occupations, donc avec justement l'Empire ottoman, donc jusqu'au mandat français, et de toute manière, c'est soit l'ordre avec une certaine violence, soit le désordre, mais à ce moment-là, c'est une succession de coups d'État tout le temps. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont été par exemple, ils ont une grande période au moment des croisades, avec Philippe Auguste et Cœur de Lion qui étaient là-bas pendant les croisades et tout. Et leur grand ennemi, c'était Saladin. Mm-hmm. Et Saladin, c'était un Kurde. Ouais, donc tout à fait. Les vrais... les chefs de la Syrie et les chefs du Moyen-Orient, pendant un grand moment, ça a été des Kurdes. Absolument. Et donc, ce qui se passe, donc pour revenir sur une période beaucoup plus récente, donc petit rappel des faits, en 2011, on a les printemps arabes. Et alors, il faut savoir que vous sachiez quelque chose sur les printemps arabes. C'était une révolte, soi-disant, qui venait de la population. Ouais. C'est que, vous le trouverez sur le net, mais Roland Dumas a été interviewé, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, vers 2014-2015, donc. Il avait déjà 90 ans, donc, mais il a été interviewé par une chaîne de télévision. Et il dit, j'étais à Londres, ça devait être en 2010, donc. Et j'ai reçu la visite des agents du gouvernement britannique et du gouvernement américain, donc de la CIA, comme étant, et qui me demandaient quelle serait la réaction de la France s'il y avait des coups d'État qui étaient organisés contre Al-Assad. Parce que la grande idée, c'est qu'il fallait... Vous savez, Qatar a énormément de gaz. Oui, ils voulaient faire passer ce gaz au travers de la Syrie pour arriver dans la Turquie et faire concurrence au gaz russe. Oui. Mais malheureusement, les Qataris, qui sont sunnites, n'aiment pas du tout les Alaouites, donc ils ne voulaient pas passer au travers. Donc il fallait faire tomber Al-Assad pour que ce pipeline puisse... Et inversement, pour la Russie, il fallait absolument maintenir Al-Assad. Ben évidemment, parce que sans ça, le pipeline passait. Ouais. Donc, si vous voulez, on vous explique qu'il y a des grandes... en fait, il n'y a rien du tout, c'est que les Américains étaient en train d'essayer d'établir un pipeline qu'ils auraient plus ou moins contrôlé pour alimenter l'Europe. Et puis, il y a ce brave Poutine qui leur a fait échec et mat sur ce coup-là. Et donc, ils en avaient gros. Oui. Et donc... tout ça pour dire que les droits de l'homme et tout ça, c'était pas un truc qui les intéressait beaucoup. Oui, non, mais voilà, en fait... Il y avait certainement des gens, peut-être avec peut-être des idées de démocratie qui sont allés dans la rue pour manifester, mais enfin, c'est pas vraiment le mouvement de fond, quoi. Oui et non, parce que si vous voulez, il y avait tous les sunnites qui gueulaient contre les alaouites. Ouais. Donc ils gueulaient pas pour avoir ceci, ils gueulaient pour pouvoir taper sur les alaouites. Oui, forcément. Ils n'aimaient pas que les alaouites leur tapent dessus, ce qui est bien compréhensible. Bien sûr. Et nous, alors, que ce soit la presse ou les services politiques, ont tous vu ça comme des magnifiques manifestations contre un dictateur sanguinaire. Absolument, c'est exactement la même manœuvre qui s'était passée au moment où le Shah d'Iran est tombé, où on a proclamé que Khomeini était un remarquable démocrate, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, et on l'a vu. Ouais. Et donc ça va être pareil là, si vous voulez. C'est pareil avec Kadhafi. Kadhafi encore, il n'était pas si mal que ça. Enfin, il était un peu moins mal que les autres. Mais certainement avec celui-là qui s'appelle Al-Jouani ou je sais pas quoi, et qui avait établi un État musulman hybride, c'est-à-dire dans l'est de la Syrie. Voilà. Donc lui, là, il y avait la charia, les femmes n'avaient pas le droit de sortir et tout. Donc, et ce type arrive et nous dit, je vais respecter la démocratie. Et tout le monde de se marrer un petit coup, parce que tous les Arabes savent qu'on est très sensible à ce qu'ils appellent la taqiyya. C'est-à-dire que Mahomet, dans le Coran, a précisé qu'on avait tout à fait le droit de mentir à ses ennemis pour
pour ensuite nous les rouler dans la farine. Donc là, on a un superbe coup de taquilla. On va nous expliquer que c'est un vrai démocrate, que d'ailleurs, il a été élève des jésuites ou je sais rien, vraiment un truc, quoi. Et puis ensuite, dès qu'ils auront bien contrôlé le tout, ils commenceront à massacrer tout le monde comme ils l'ont toujours fait, quoi. Donc, il faut être tout à fait objectif sur ce truc-là. Ça n'est régi que la continuation d'un désastre qui a frappé le Moyen-Orient à partir de 732, quoi. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que effectivement, à la base, c'est un type d'Al-Qaïda. Il avait fondé donc Ayat Tahrir al-Sham il y a plus de 10 ans, c'était Al-Nosra, donc qui était une branche d'Al-Qaïda. Ils ont divorcé un peu avec Al-Qaïda et se sont rapprochés plutôt de l'État islamique. Et puis, ces dernières années, ils sont concentrés vraiment sur la Syrie, dans une perspective un peu nationaliste religieuse. Donc, ils veulent instaurer la charia. Et alors, ce qu'il faut reconnaître ils veulent refaire c'est le qu'ils savent faire de la califat. politique. Voilà. Ils veulent refaire le but de tous ces gars-là, c'est de recréer le califat qui va unir tout le monde musulman. Ouais. Et s'ils réussissent à unir tout le monde musulman, devinez qui sera l'ennemi. Bah, il y a peut-être Israël dans le coin. Il y a Israël et puis à nous surtout. Oui, c'est sûr. Non, c'est clair. Et alors, beaucoup de gens se réjouissent donc de la fin c'est un peu ambivalent cette ambiance parce que beaucoup de gens donc se réjouissent. La famille Assad, c'était quand même des grosses ordures. Mais oui, absolument, bien sûr. Ça, il n'y a pas à chiquer, quoi. Bien sûr. Mais en même temps, je peux vous raconter une petite histoire qui est toujours intéressante, c'est celle de Denis. Le tyran de Syracuse, qui entend dire qu'il y a une vieille dame qui prie pour lui. Alors il l'a fait venir parce que tout le monde le détestait. C'était comme, il demande, alors j'apprends que vous priez pour moi. Pourquoi? Il dit parce que je suis vieille. Votre grand-père était un type abominable. J'ai prié pour qu'il meure, il est mort. Puis ensuite, il a été remplacé par votre père, qui était bien pire. J'ai prié pour que celui-ci aussi meure, il est mort. Et maintenant, vous êtes le pire des trois. Donc je prie pour que vous viviez, parce que je ne sais pas ce qui va venir derrière. Donc c'est exactement ça, quoi. Je suis content pour les Syriens, mais je n'ai pas beaucoup d'illusions sur ce qui va arriver derrière, quoi. Oui, c'est clair. Et donc beaucoup de gens, j'ai vu, par exemple... François Hollande avait fait un communiqué pour dire que c'était génial que Al-Assad était... Celui-là, il ne perd jamais une occasion de dire une connerie, c'est tout à fait remarquable. Voilà, les premières images qu'on voit, c'est quand même des gens... Fabius doit être foutu dans la... Oui, voilà, tous les fans de toute façon, ils étaient déjà pro Al-Nosra il y a une dizaine d'années. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que les troupes d'élite de cette nouvelle force, etc., je crois que c'est 250 ou 300 Français. Enfin, oui, il y a beaucoup de Français, oui, effectivement. Beaucoup qui sont arrivés de nombreux lieux où ils ont... Vous savez, c'est comme les gars de Pol Pot, ils avaient tous été à la Sorbonne, donc dès qu'il y a des Français qui vont se battre pour des causes cons, c'est que... Ouais. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire, c'est le rôle de la Turquie. Parce que la Turquie donc, a aidé un certain nombre de factions. Alors, ils ont une relation qui est un petit peu ambivalente avec Ayat Tahrir al-Sham. C'est-à-dire que tantôt, c'est reconnu comme une organisation terroriste, mais enfin, d'un autre côté, ils ont aussi des buts communs. Donc, leur premier but commun, c'était renverser Bachar al-Assad. Maintenant, c'est fait. Mais quel est l'intérêt de la Turquie dans cette affaire ? L'intérêt de la Turquie dans cette affaire, c'est tout simple. C'est qu'il est très probable, même à peu près certain, qu'il y a d'immenses gisements de gaz naturel qui sont en face de l'attaqué, c'est-à-dire l'endroit des Alaouites, qui sont autour de Chypre, etc. Et que là, comme je l'ai souvent expliqué, ici, c'est que l'économie, c'est l'énergie transformée. Donc si la Turquie pouvait mettre la main sur qui a encore 100 ans était sous leur contrôle, il faut pas se tromper. Donc s'ils pouvaient mettre la main là-dessus, ils auraient plus la contrainte énergétique qui les force à prendre des ordres des États-Unis ou de l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc ils deviendraient l'hégémone de la région, ce qu'ils ont toujours été d'ailleurs. Ouais. Et donc il y a pas photo. Donc si vous voulez, s'il y a le bonheur des populations ou devenir indépendant énergétiquement, les Turcs, on peut dire ce qu'on veut, mais je vais pas raconter l'histoire, mais enfin, c'est le droit, je suis vieux. Il y a eu la guerre de Corée, et pendant la guerre de Corée, il y a eu des prisonniers turcs qui ont été faits, vous savez, puis ensuite, quand l'armistice a été donné, on a rendu les prisonniers turcs aux Turcs, ils les ont mis sur un bateau, ils les ont tous tués, vous voyez. Parce que un Turc, ça ne se rend pas. Ah oui, d'accord.
Donc, si vous voulez, un soldat turc qui est fait prisonnier, ça va pas du tout, quoi. Donc les Turcs, vous mettez un Turc et vous terrorisez 10 millions d'Arabes, quoi. Ils sont morts de trouille. Vous n'imaginez pas ce que c'était la violence dans l'Empire turc, pas toujours, mais dès qu'il y avait quelque chose qui leur plaisait pas, paf, ils tuaient tout le monde. Donc, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en Serbie, en Croatie, en Grèce, avec beaucoup d'abandon, quoi. Et donc, la Turquie, si elle réussit à mettre la main sur des gisements énergétiques, elle va vraiment devenir la puissance. Ouais. Et à ce moment-là, on va retrouver automatiquement la chose qui existe depuis toujours au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'opposition entre la Turquie et l'Iran. C'est clair. Ça fait jamais que 3000 ans que les empires se mettent sur la gueule. Ouais. Et donc, bon, on va recommencer ça. Et pendant le 19e, ça a été arbitré par la Russie qui était là. Donc, on va retrouver la bagarre entre les Russes, les Perses, l'Iran. L'Iran soutenait Al-Assad. En plus de ça, l'Iran fournit en armes et en argent le Hezbollah. Le Hezbollah aussi œuvrait pour maintenir Al-Assad. Donc effectivement, il y a ce jeu-là aussi. La Syrie est au milieu de ce conflit. La Syrie, donc la Turquie reprend la main. Sur la Syrie, qui est un peu le truc que tout le monde veut toujours avoir, parce que c'est un endroit extraordinairement fertile et c'est là où tout se passe. C'est le point de passage obligé. Si vous voulez aller d'Asie vers l'Afrique, d'Asie vers l'Europe, d'Europe vers l'Afrique, vous devez passer par la Syrie. Donc la Syrie, c'était le point de passage obligé, c'est le carrefour. Et donc contrôler le carrefour, c'est très important. Mais ce qu'on voit bien, c'est que cette défaite d'Al-Assad, tout le monde me dit c'est une défaite de la Russie. Oui, à titre subsidiaire, mais c'est surtout une énorme défaite de l'Iran, parce que du coup, eux, l'arc chiite qui partait de l'attaquer, c'est-à-dire sur la côte syrienne, et qui descendait jusqu'à Bassora en Irak, cet immense arc dans lequel il y avait des populations chiites, ça empêchait les Arabes sunnites de contrôler la région comme il avait toujours fait. Oui. Mais à partir de là, il a été cassé. Il a été cassé d'ailleurs parce que le Hezbollah a été détruit par Israël. Et puis maintenant, Al-Assad est détruit par la Turquie. Oui. Et donc, c'est le grand retour des sunnites... Et ça a probablement été financé par le Qatar. Ah oui, après il y a différents groupes, il n'y a pas que HTC ou HTS selon comment on prononce, il n'y a pas que la Turquie non plus. La Turquie a aussi des forces de mercenaires, l'équivalent un peu de Wagner turc, et puis après il y a encore d'autres forces qui elles sont financées par l'Arabie Saoudite, par le Qatar. Et vous savez ce que la Turquie, les gens ne comprennent pas aussi, c'est que vous allez... Solzhenitsyn disait que la prochaine guerre aurait lieu entre la Turquie et la Chine. Il disait ça pas vraiment rigolant, parce que si vous prenez toutes les populations qui sont au nord de l'Himalaya et qui vont donc de la Turquie à la Chine, là, elles sont toutes turques. Elles sont toutes turcophones, elles sont toutes turques, c'est Gengis Khan, quoi. Oui, c'est tout ce qui est Tadjikistan, Turkménistan, tout ça. Donc vous avez plein d'Ouzbeks aussi qui se battent dans les... Ouais. Pour les Turcs et tout. Donc la notion de frontière... avec la race qui sont les Turcs et la civilisation qui est musulmane, la religion qui est musulmane, la notion de frontière est un peu fluide, quoi. Ouais. Et ils pratiquent avec beaucoup de talent la purification ethnique. Regardez ce qui arrive aux Arméniens, ce qui est arrivé aux chrétiens qui ont disparu. Ce qui risque d'arriver aux Kurdes, là aussi, les Kurdes, les vieux, moi je me ferais du souci si j'étais kurde. Ouais, c'est clair. Ça, c'est les Kurdes et les Alaouites, à mon avis, il va falloir qu'ils se tiennent à carreau. Là, D'autant que, alors, sur la dizaine d'années qui donc, a précédé ce moment, les Kurdes étaient un peu protégés par les États-Unis. Trump a été très clair sur le fait qu'il ne comptait absolument pas du tout intervenir en Syrie. Donc là, ils sont vraiment laissés pour compte. Hein. D'abord, ils sont laissés pour compte. Ils abandonnent donc les Kurdes, qui étaient les alliés, qui étaient eux dans le... Attendez, je regarde la carte, qui étaient plus dans l'Est. C'est-à-dire ils sont complètement à l'Est de la Turquie. Ouais. Et donc, c'est ce qui permet... voilà. Les Alaouites, ils étaient un peu avant. Ouais, donc, proche de la mer. Ouais. Et donc, la Turquie était un peu gênée pour contrôler la Syrie par les Alaouites et par les Kurdes. Là, à mon avis, ces deux-là, l'espérance de vie va beaucoup baisser, là. Ouais, oui, c'est clair. Et est-ce qu'il y a une possibilité, selon vous, après, c'est vraiment que de la spéculation, mais parce qu'il y a une différence entre contrôler une zone et vraiment annexer une zone. Est-ce que la Turquie pourrait annexer
une partie du moins de la Syrie. Mais toute une partie de la Syrie, oui, il y a toute une partie de la Syrie qui pourrait être annexée, c'est-à-dire il pourrait faire avancer il pourrait avancer de 150 km à l'intérieur de la Syrie, il n'y aurait pas de problème. Mais ils n'ont pas besoin de le faire s'ils ont mis la façon dont les sultans mahométans gouvernaient la Turquie, c'était qu'ils avaient des amis, une espèce de poste, des garnisons ici ou là, et ces régions comme fournissaient les esclaves nécessaires à Istanbul. Et puis si par hasard ils se révoltaient, à ce moment-là on envoyait 2 ou 3 armées, on liquidait tout le monde. Ouais. Et je vois pas pourquoi ils auraient besoin d'une présence légale, effective. Ouais. Par contre, sur la mer, je peux vous annoncer qu'ils sont pas prêts d'abandonner la moitié de Chypre, parce qu'ils vont dire tout ce qui est autour de Chypre, c'est à nous. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que ça va dépendre, l'interventionnisme turc en Syrie va dépendre beaucoup de la position en fait de Al-Joulani. Est-ce qu'il travaille directement ou indirectement pour la Turquie, ou alors est-ce qu'il essaye vraiment de faire son propre truc, auquel cas son espérance de vie risque de grandement diminuer. Voilà, c'est comme toujours, c'est comme les gars, si vous voulez, qui voulaient faire payer leur pétrole en autre chose que le dollar, comme Saddam Hussein ou Kadhafi, là aussi ils avaient des espérances de vie assez... c'est pas une région dans laquelle les gens sont particulièrement sensibles à la dignité de la vie humaine. C'est pas... Non, c'est sûr. C'est pas un gros problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, vous prenez la marine turque, ils ont la Turquie, il faut bien s'en rendre compte. D'abord, c'est pas un pays arabe, et ensuite, c'est vraiment une grande puissance industrielle. Ils ont vraiment une industrie d'armement, etc. Tout à fait remarquable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près 2-3 ans, on avait 2 ou 3 frégates en Méditerranée qui étaient en train de se balader là du côté des îles grecques, qui sont auprès de la frontière turque. Et les bateaux turcs sont arrivés et ont ce qu'on appelle identifié les bateaux français, c'est-à-dire qu'ils ont fait comprendre aux bateaux français qu'ils étaient dans leur ligne de mire et qu'ils pouvaient tirer à n'importe quel moment, quoi. Parce que seul l'autre, le bateau le sait quand vous êtes mis en ligne de mire. Vous savez, il y a des moyens. Donc, ça va être de plus en plus difficile de se promener aux alentours de ce coin-là si vous avez des frégates françaises, quoi. Donc, il faudrait qu'en la France, l'Italie et l'Espagne refassent ce qu'on avait fait au XVIe siècle et qu'on mette ensemble nos forces navales pour à nouveau reprendre le contrôle de la Méditerranée, parce que sinon ça va passer, en particulier la Méditerranée orientale, va certainement passer aux Turcs. Ouais, c'est clair. Et quelles implications ça a pour Israël ensuite, ce qui se passe ? Alors, la vraie question, c'est l'Iran. Parce que si l'Iran tombe, ce qui n'est pas du tout impossible, parce que maintenant ils ont perdu... enfin bref... Si l'Iran tombe, à ce moment-là, il y a une alliance naturelle entre les Perses et Israël, qui avait lieu avec l'empereur, l'empereur en Perse, enfin en Iran. Et donc, dans les circonstances actuelles, Israël est mal parti, mais en même temps, le vrai but de toutes ces guerres qui ont commencé au Moyen-Orient le 7 octobre, c'est peut-être de se débarrasser de l'Iran, des Mollahs. Ouais. S'ils réussissent à faire tomber les Mollahs, à ce moment-là, Israël plus la Perse, a certainement de quoi ça peut se payer la Turquie, quoi. Pas vraiment la Russie, mais ça peut se payer la Turquie. Donc la Turquie ira pas voir. Ouais. Donc on va le savoir littéralement dans les mois qui viennent si l'Iran tombe, parce que le mécontentement doit être considérable. Ça dépendra aussi de la position de Donald Trump là-dessus. La position de Donald Trump, maintenant, c'est assez simple. C'est que l'Iran ne survit que parce qu'ils exportent du pétrole par le Pakistan vers la Chine. Ouais. C'est ces rentrées de pognon qui leur permettent de rester à la surface. Si pour une raison ou une autre, ils ne peuvent plus exporter leur pétrole, ce que la Chine ne va peut-être pas aimer d'ailleurs, à ce moment-là, on voit pas très bien comment les Mollahs pourraient survivre, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, s'il y a bien un pays dans lequel Donald Trump ne craint pas d'intervenir militairement, c'est l'Iran. Oui, mais surtout, à ce moment-là, il n'aura pas besoin d'intervenir militairement. Il va demander aux Israéliens peut-être de le faire pour lui. Oui. Il a mis son... Par proxy. Il a mis son...
Le beau-père de sa fille comme ambassadeur en Israël. Le beau-père de sa fille, d'accord. Ouais. Celle qui a épousé un Israël, enfin un juif, un Israélien. D'accord. Et derrière, je me dis, est-ce que, comment dire, la Turquie, Erdogan essaye d'avoir des bonnes relations, et historiquement il en a plutôt, avec Vladimir Poutine. Ça c'est fini ça. C'est fini, ça. C'est un peu compliqué parce qu'en plus de ça, la Russie avait un petit port militaire sur justement sur le voilà exactement tout à fait. Et donc là maintenant c'est vraiment tout à fait. La question, s'ils veulent garder ce que va dire sans doute Poutine, c'est que si vous nous enlevez Tartous, à ce moment-là, vous êtes notre ennemi quoi. Parce qu'il faut vous rendre compte, vous avez Sébastopol, la Turquie, vous passez en avion au-dessus des Turcs comme ça. Et puis vous avez Tartus, c'est-à-dire qu'avec Sébastopol et Tartus, la Russie contrôle la mer Noire et la Méditerranée quelque part, et la Méditerranée orientale en tout cas. Donc si on lui enlève Tartus, ça va pas aller du tout. Hein. Ouais, c'est clair. Ça va pas aller du tout. Donc il semble que Poutine veut peut-être mettre une... Ils s'en foutent de perdre la Syrie. Ce qu'il veut, c'est garder Tartus, quoi. Voilà ce que je veux dire. Semble-t-il. Ouais. Et là, ça reste de pas être forcément gagné. Et c'est intéressant ce qui se passe parce que c'est un peu une redistribution des cartes. Et il faut analyser ça aussi dans le conflit chiite-sunnite. Et qu'on le veuille ou non, avec l'aide d'Israël, les sunnites viennent de remporter d'immenses victoires contre les chiites, qui sont quand même leurs ennemis qui datent d'il y a 13 ou 14 siècles, qui ne peuvent pas se voir. Quoi. Et après, tout ça, ça a aussi des conséquences en termes d'immigration pour nous. Je crois que les Syriens vont rentrer chez eux, là. Ah bah, justement, alors... Il en a 4 millions, ce brave Erdogan. Ouais, il en a un paquet. Nous aussi, on en a, je crois, un peu plus d'1 million en Europe, quelque chose comme ça, et qui ont donc le statut de réfugiés. Alors, certains pays avaient déjà commencé à dire que le statut de réfugié, ça a commencé à faire, notamment le Danemark, je crois que c'était en 2021, quelque chose comme ça. Si vous parlez pas danois, vous partez. Ouais. Et voilà, c'était pas spécifique aux Syriens de toute manière. Mais là, donc, la France... L'Allemagne en a un paquet. Et l'Allemagne. L'Allemagne, alors, il y a une différence, mais l'Allemagne a commencé à dire, maintenant, on n'accepte plus le statut de réfugié pour les Syriens. Maintenant, dans un second temps, il faut aussi être capable de dire à ceux qui sont là qu'ils n'ont plus à être là, puisqu'ils ne sont plus réfugiés. Et on sait où il faut les ramener. Et ça enlève aussi le chantage que faisait Erdogan sur l'Europe en disant si vous ne donnez pas X milliards de dollars, moi je vous envoie tous les Syriens que j'ai à la maison. Alors, donc c'est un gros point de pression. Ouais. C'est un gros point de pression. Donc non, il est possible qu'il rentre. Tant que la Syrie a vocation à être un pays très prospère, donc c'est pareil, si elle était vaguement bien gérée. Par contre, c'est une nouvelle extraordinairement bonne pour le Liban. C'est pour le Liban parce que la Syrie a martyrisé le Liban depuis 40 ans. Et le fait que les Palestiniens, le Hezbollah et la Syrie soient défaits veut dire que d'un seul coup, l'armée libanaise peut reprendre le contrôle du pays, quoi. Donc là, il y avait un État dans l'État qui était le Hezbollah en Liban, qui a foutu en l'air le Liban depuis 40 ans, depuis 73 en fait. Et vous allez vous retrouver d'un seul coup avec le Liban qui peut redevenir souverain. Et donc, comme je l'ai dit déjà à une ou deux reprises, il faudra acheter de l'immobilier à Beyrouth, quoi. D'accord, oui. Intéressant. Il est pas cher encore. Il est monté, mais il est pas cher. Je le sais parce que vous avez des obligations qui ont été émises par l'État libanais qui valaient 12 cents du dollar. C'est-à-dire qu'ils avaient, vous touchiez 12 cents, mais le papier avait été mis à 100, quoi. Et là, ça vient de passer à 25. D'accord. Donc il y a des gros malins qui commencent à acheter la dette libanaise en se disant tiens, ils vont peut-être être capables de la repayer. D'accord, c'est un bon signal pour les marchés. D'accord. Et c'est tous des salauds, vous savez, ils pensent qu'ils gagnent de l'argent. C'est affreux. On tire parfois beaucoup plus d'informations du marché que des journalistes, même très souvent. Ça, les journalistes, non, on va pas leur demander de comprendre quelque chose à quoi que ce soit. Il faut pas exagérer. C'est clair. C'est comme
aussi le marché de la dette française après le rejet, enfin après la motion de censure. Oui. Voilà, beaucoup de gens, enfin surtout les politiques et certains journalistes s'attendaient à une attaque immédiate sur la dette française. Au final, il s'est passé plutôt l'inverse. Parce qu'ils ont donné des ordres à la Banque de France, à la BCE, d'acheter des obligations françaises et de vendre des obligations allemandes. De façon, comme personne ne bougeait, vous pouvez faire bouger les marchés avec très peu d'argent. Mais il n'y a que ceux qui sont pas dans les marchés qui essaient de savoir ce genre de manœuvre, si vous voulez. Ça, on fait ça pour les journalistes, on fait pas ça pour les gens sérieux, quoi. Ouais. Et ce qui signifierait donc forcément un arrêt total du conflit entre le Liban et Israël si le Hezbollah dégageait du pays. Surtout si Israël pique une partie du Liban Sud, mais ils viennent déjà de piquer le Golan. Alors, enfin, piquer, ils y sont depuis toujours. Ouais. Mais là, ils ont dit, non seulement on y est depuis toujours, mais maintenant, c'est à nous. Ah oui. C'est à nous. Donc les gens disent, mais non, c'est pas à vous, c'était aux Syriens. Oui, mais ça fait rien, disent les Israéliens. Ouais. Ça fait 50 ans qu'on est là. Et par la péninsule du Golan, vous contrôlez toutes les... Parce que c'est une espèce de montagne au milieu, comme ça. Vous contrôlez toutes les plaines autour. Donc vous voyez arriver les chars de loin, quoi. Ouais, effectivement. Je sais pas trop quoi dire d'autre sur le moment sur la Syrie. Mais c'est un bouleversement dont on peut pas surestimer l'importance. C'est-à-dire que c'est extraordinairement important ce qui vient de se passer. C'est nécessaire de bien comprendre ce qui se passe. C'est le grand retour des sunnites. Ouais. Oui, c'est un énorme triomphe. C'est aussi, comment dire... L'empire turc continue de s'amplifier. C'était déjà le cas depuis une dizaine d'années, mais enfin là c'est encore plus le cas. C'est une très mauvaise nouvelle pour toutes les populations kurdes, pour les alaouites aussi, pour les chrétiens on ne sait pas encore. Il y en a plus, il y en a plus que deux ou trois. Il y en a plus beaucoup. Il y avait 30% de chrétiens. Attendez, 25-30% en Syrie dans les années 20, aujourd'hui il en reste 3%, quoi. Donc le nettoyage ethnique musulman est de qualité, c'est-à-dire que quand ils veulent faire partir une population, soit ils la tuent, soit le type se barre, quoi, mais vite, parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps. Donc voilà, le nettoyage ethnique, c'est une notion qu'ils portent en eux comme... depuis toujours. Ouais, c'est clair. Remplacer les populations, ça, ils savent faire. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est à chaque fois dans ces zones-là, quand on donne les compositions ethniques, faut toujours donner l'année qui va avec, parce que ça bouge très très vite. Hein. Oui, ça bouge très vite. Par exemple, Bagdad était, si mes souvenirs sont exacts, la ville, la première, c'était d'abord une très grande ville juive, et ensuite c'est là où la première... je sais plus si c'est la première Torah, je crois, le premier Talmud est sorti. Il y avait une école judaïque qui était très très connue à Babylone. Donc, si vous voulez, il y avait un roi des Juifs à Babylone qui était là, qui s'occupait des populations pour discuter avec le dignitaire local et tout. Donc, il faut se rendre compte que la prégnance des Juifs et des chrétiens, de toutes sortes de confessions, d'ailleurs chrétiennes, était extraordinairement importante au Moyen-Orient jusqu'à l'arrivée de Nasser. Ouais. Et à partir de Nasser, on a donné le signal à la chasse aux chrétiens et aux juifs. Et là, ils ont tous été chassés. Donc, voilà. Alors, sous le prétexte qu'Israël s'était installé là-bas. Mais le pauvre juif qui était de Babylone, lui, que Israël soit... C'était pas son problème, quoi. Il avait toujours vécu, il avait toujours été là. Donc, on nous parle encore du fait que le roi d'Espagne avait chassé les Juifs après la fin de la Reconquista. Vous savez, ça, on nous rappelle on nous fait sangloter là-dessus. Mais si j'ose dire, c'est la première fois dans l'histoire qu'il n'y a plus plus de Juifs dans tout le Moyen-Orient, sauf en Israël. C'est-à-dire que c'est la première fois partout avant. Le Moyen-Orient, c'était partie de la terre des Juifs. Ils y étaient depuis toujours. Et bien longtemps avant les musulmans, bien longtemps avant les chrétiens. Et donc, pas du tout, paf. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, la question essentielle qu'on doit se poser, c'est pourquoi y a-t-il des Juifs qu'en Israël ? Et puis chez nous, quoi. Ils sont arrivés chez nous. Tous les Juifs d'Afrique du Nord sont arrivés chez nous. Et pourquoi on nous fait des gros reproches d'avoir viré les Juifs d'Espagne et on dit jamais où sont les pays musulmans, où sont vos Juifs ? Où sont-ils partis ? Que leur est-il arrivé ? C'est quand même rigolo, quand même. Oui, bien sûr. C'est une question qu'on pose jamais. Bien sûr. Et puis après, il y en a qui disent, avec des airs candides, que peut-être on pourrait faire, d'Israël un État laïque dans lequel on accepterait le coup de l'État laïque dans ce monde arabe. Ouais. C'est un truc qui marche à tous les coups, ça. Voilà.
Donc effectivement, depuis 70 ans, même oui, 80, 70 ans, il n'y a aucun pays arabe dans lequel les juifs peuvent vivre tout à fait normalement, quoi. D'ailleurs, non seulement ils peuvent vivre normalement, mais ils peuvent vivre tout court, parce qu'ils sont tous barrés. Et s'ils sont barrés, c'est sans doute que... Regardez par exemple tous les juifs de Bagdad, beaucoup d'entre eux, etc., sont maintenant au Brésil, par exemple. Oui. Il y en a beaucoup qui sont partis au Brésil, il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis, bien sûr. Mais donc c'est tout à fait étonnant, la question qu'il faut poser aux musulmans toujours, c'est vous avez vécu soi-disant pendant 10 siècles soi-disant en paix avec les juifs, où sont vos juifs aujourd'hui, quoi? Oui, quand on voit, par exemple, quand on estime que l'Europe historiquement chrétienne a été antisémite, aujourd'hui il y a plus de juifs en Europe que jamais. Je crois que la France est peut-être le seul pays d'Europe qui avait plus de juifs après la Seconde Guerre mondiale qu'avant. Oui, bien sûr. Nous, on a récupéré tous les juifs. Moi, j'ai vécu 4 ans en Algérie à la fin de la guerre d'Algérie, là, avec mon père dans ma classe au lycée, il y avait au moins 10 étudiants on était 30, qui étaient juifs. Il y avait une communauté juive considérable, mais des villes entières qui étaient juives, si vous voulez. Bonn, Meknès, c'était des villes où il y avait... Ouais. Et ça a été vous en parlez à ce pauvre Enrico Macias, lui, il veut aller se faire enterrer en Algérie, parce que c'était son pays, le pauvre vieux. Mais il a été chassé à coups de latte, quoi. Ouais. Sinon, il serait fait tuer. Et aujourd'hui, alors, on dit que Israël est un État, ségrégationniste. Alors, je veux bien entendre que peut-être... Il y a beaucoup plus d'Arabes en Israël que... oui, voilà. Je veux bien entendre que ce soit pas aussi facile de vivre en tant qu'Arabe qu'en tant que Juif en Israël. Enfin, vous votez en Israël. Déjà, vous votez, vous pouvez travailler, vous pouvez vivre, voilà. Il y a plus de... Et d'ailleurs, d'après ce que je peux savoir, la plupart des Arabes israéliens, ils ne demandent pas du tout à aller à Gaza ou à retourner en Syrie, hein. Ah non, pas du tout. Oui, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gros mouvements de population dans ce sens-là, quoi. Non, absolument pas. Donc, ils votent pas avec leurs pieds, si j'ose dire. S'ils étaient malheureux. Oui, absolument. Les Juifs, ils sont barrés, les musulmans qui... Et alors, le plus rigolo, c'est toute cette histoire il faut faire 2 États. Mais ce qu'il y a de plus marrant, c'est il y avait le premier État, c'était la Jordanie, qui devait aller aux Arabes, et puis le reste, ça devait aller aux Juifs. Oui. Puis alors, la Jordanie, c'est devenu la terre des Bédouins. Donc, ils ont massacré les populations arabes avec aussi beaucoup d'abandon, avec le septembre noir, par exemple. Et puis ensuite, on nous a dit il faut faire... donc la Jordanie, c'était dans les accords de l'ONU, c'était l'endroit qui devait appartenir aux Arabes, et puis de l'autre côté, ça devait appartenir aux Juifs. Puis on a essayé de faire la même chose avec la Cisjordanie, puis avec Gaza. Donc ça fait 2, 3, 4 fois que les Israéliens donnent une partie du territoire en disant ça sera à vous, et puis dès que les autres l'ont, ils disent mais non, ça maintenant on veut essayer que vous coupiez ce qui reste en deux à nouveau, et ainsi de suite. Donc à la fin il n'y aura plus rien, quoi. Oui. Donc si vous voulez, cette histoire de vouloir deux, ça existe déjà. Il y a déjà, ça devrait s'appeler la Jordanie devrait s'appeler la Palestine. Oui. Comme ça on n'aurait pas de problème. Oui. Il y a déjà une Palestine. Oui. C'est un peu ça qui se passe à chaque fois. Il y a des accords internationaux, et puis il y a une des parties qui ne reconnaît pas cet accord, et puis ils cherchent à avoir plus. À chaque fois, ils se font latter, donc au final, ils ont moins, et puis à la fois d'après, ils revendiquent l'applicabilité du traité de la fois d'avant, où ils avaient plus. Oui, mais à un moment donné, faut aussi respecter ce qu'on a. Et si vous voulez, les accords de Arafat avec Clinton, ils n'ont pas été respectés avec Carter. Ils ont refusé on leur donnait 95% de ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont pas accepté. Donc si vous voulez, il y a aussi... Ce qui est étonnant, c'est à quel point le monde occidental se laisse avoir à chaque fois par la taquilla. C'est-à-dire, ces gens nous racontent des histoires et on les prend au sérieux. Et dès qu'ils disent « Ah ben non, c'est parce que... donc, à un moment ou à un autre... il se passe ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que, comme souvent au Moyen-Orient, c'est que la force prime le droit. Oui. De toute façon, quand il n'y a pas de droit installé, il y a forcément l'usage de la force. Hein. C'est ce qu'ont fait les Turcs toujours, c'est ce qu'on fait. Donc,
C'est une partie du monde qui est très malheureuse depuis très longtemps. Et c'était la partie la plus prospère pendant des siècles de l'Empire romain en particulier. Ouais. La Syrie, l'Égypte, et puis vous alliez à pied sous les arbres de l'Égypte jusqu'à la Tunisie. C'était le grenier à blé de tout le monde ancien, et puis maintenant c'est devenu. Et Ouais. pour une raison un peu stupide, c'est que ils ont interdit le cochon. Ouais. Alors le C'est la cochon, cause de tous les problèmes. c'est la cause des problèmes, parce que les chèvres et les moutons, ça détruit la végétation, alors que les cochons, ça l'entretient en faisant des saletés partout. Ah oui. Ouais. Donc le fait que le cochon soit interdit dans le Coran a mené à la désertification de l'Afrique du Nord. Ouais. C'est curieux quand même parfois les conséquences. Hein. Pas mal, hein. Et au pire, ils auraient pu juste l'exporter, hein. Ils n'étaient pas obligés de le manger pour eux-mêmes. Enfin, Ils ont tort de ne pas le bouffer parce que c'est très bon. ouais. Oui, ça Les oreilles de cochon grillées, c'est très très bon. Mais effectivement, c'est très symbolique. Je crois que c'était en 2015 où les types de l'État islamique avaient détruit une grande partie des ruines de Palmyre. Oui. C'est vraiment toute la symbolique du truc. On a Ils des avaient intégristes sauté religieux qui... En Afghanistan, ils avaient sauté les grands Bouddhas qui étaient dans la vallée de je sais plus quoi. Non, c'est le respect pour les civilisations antérieures. C'était, vous savez, ils ont la légende dit que la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée par je ne sais plus quel calife qui arrivait là, et on lui a dit qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment. C'est une blague, je sais pas si c'est vrai, mais comme les Italiens, si c'est pas vrai, c'est bien trouvé, quoi. il avait dit qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment. On lui a dit il y a des écrits, il y a tout ce qui est plus important, etc. Il avait dit si c'est dans le Coran. On l'a déjà, et si c'est pas dans le Coran, il faut le brûler. Donc la bibliothèque d'Alexandrie est brûlée. D'accord. Mais je porte un jugement sévère contre la religion musulmane, bien entendu, mais pas contre chacun des musulmans individuels, qui beaucoup d'entre eux sont des très braves gens. Mais il faut se rendre compte que c'est quand même une religion qui, à Bagdad au IXe siècle, a interdit qu'on fasse la moindre exégèse sur les textes sacrés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer quoi que ce soit. Ouais. Si vous voulez, c'est incréé, on ne peut pas changer quoi que ce soit. Donc, il y a un texte, et vous n'avez pas le droit de faire la moindre interprétation dessus. Et c'est exactement le contraire de ce que font les juifs, qui passent leur temps à ratiociner sur la Bible, là, en faisant des commentaires, Ouais. vous savez. Et donc c'est pour ça que à partir du moment où ils ont appelé ça à l'époque, au IXe siècle, qu'il fallait fermer les portes de l'effort. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de faire d'efforts, c'était là, il n'y avait rien à faire. Ouais. Et c'est là que le déclin a commencé. Ouais. Mais surtout que oui, quand on applique ce qu'il y a dans le Coran, dans le texte, ça mène pas forcément à des civilisations extrêmement riches. Et le rôle des femmes est un petit peu, vous me direz qu'on peut en discuter, mais... Donc le vrai problème, donc vous aviez deux... Et ce qui est curieux, c'est que les chiites étaient beaucoup plus ouverts, et sous l'influence des mollahs là-bas, ils sont devenus encore plus rigoristes. Mais ils ont laissé encore tout un fait, parce que c'était difficile, ils avaient des vraies universités en Iran, ils avaient plein de trucs. Donc l'Iran reste, aussi curieux que ça paraisse, une terre qui serait sans doute plus facile à laïciser que les sunnites. Oui, probablement, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une espèce de tension entre les deux, et ils ont joué à contre-rôle depuis un grand moment, les sunnites essayant d'être un peu plus ouverts et les chiites en étant plus fermés. Mais on va peut-être retourner vers un moment où ça va retourner à la nature profonde, quoi. Oui, effectivement, c'est-à-dire que si le régime des mollahs s'effondrait, effectivement, l'Iran pourrait redevenir un pays tel qu'il a été finalement avant. Et ça assez ouvre vite. cet immense couloir qui passe, si vous voulez, encore une fois, dont j'ai parlé souvent, et qui passe de l'Inde au Pakistan, à l'Iran, à la Turquie, et qui remonte vers la Russie, et qui permet à toutes les matières premières de descendre comme ça de la Russie vers ça. Ouais. Donc ça serait ce couloir de développement serait incroyable. Oui, absolument. Et alors que, bon, si le régime, par exemple, je sais pas, de l'Arabie Saoudite s'effondrait, je pense qu'il serait remplacé immédiatement par un autre régime aussi intégriste que L'Arabie l'autre. Saoudite a fait pas mal de progrès. Le plus crétin dans la zone, si je peux me permettre, c'est certainement le Qatar. Qui sont complètement... les émirs du Qatar sont complètement obsédés par tout ça. Alors, mais c'est d'ailleurs eux qui financent beaucoup de ces guerres. Donc je comprends pas pourquoi continuer à avoir des relations avec le Qatar, parce que, à part le fait qu'ils aient énormément de gaz et qu'ils payent très cher un certain nombre de nos anciens politiciens pour
pour vanter les mérites de leur politique. Voilà, mais c'est très intéressant ce qui se passe parce que c'est une espèce de dégel dans des lignes de fracture qu'on connaît déjà. Ouais. Tandis que le coup du chat qui tombait, qui était remplacé par des mollahs, c'était pas du tout dans le caractère iranien, parce que le caractère iranien, ils avaient toujours eu des empereurs et tout. Donc, et ça a montré aussi en Syrie avec rapidité un État tyrannique s'effondre. Ouais. C'est extraordinaire parce qu'en 12 jours, il y a 15 jours, on m'aurait dit la Syrie, j'aurais dit mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Et en l'espace, donc il y a 10 000 gars qui arrivent, la fleur au fusil, puis il n'y a pas eu un coup de feu tiré à Alep. Ouais. Alep est tombé sans que personne ne se batte. Ouais. C'est-à-dire, où étaient les troupes? Et c'est juste à côté de l'attaqué, donc. Ouais. Où étaient les troupes alaouites? Je ne sais pas. Donc, il s'est passé quelque chose. Là, c'est un peu comme l'Union soviétique, ça s'effondre. D'un seul coup, tout le monde se dit, ouais. bah tiens. Effectivement, ça montre que le régime était quand même très très fragilisé. Quelque part, peut-être que... Mais on me l'avait pas dit à moi qu'il était fragilisé. Ah non, bah moi non plus, j'étais pas au courant, j'étais pas sur place. J'ai pas beaucoup de copains dans le même les régime. spécialistes m'avaient pas dit. Ouais, non, ils effectivement. m'avaient dit non, avec l'aide de l'Iran et du Hezbollah, ils vont tenir jusqu'à la fin des temps. Ouais. En tout cas, Israël, il a fait le ménage là. Il a entre le Hezbollah, Ouais, c'est le clair. Hamas et ils ont détruit aussi, paraît-il, les Israéliens, beaucoup des capacités de tir et des usines d'armement de l'Iran. Vous savez qu'ils avaient fait quelques raids après. Ouais. Et il paraît qu'ils avaient été beaucoup plus efficaces qu'on a bien voulu nous le dire. Donc, je ne sais pas quoi en dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui semble rentrer dans le lit de l'histoire habituelle. Mais Après, forcément, on verra aussi avec le temps ce que ça donne, puisque reste encore à voir ce que du coup Al-Joulani compte faire avec la Syrie. Est-ce que c'est un type qui est vraiment piloté par la Turquie, ou est-ce qu'il va essayer de prendre son indépendance vis-à-vis d'Erdogan? Est-ce qu'il compte appliquer une charia forte, dure, style État islamique, ou est-ce qu'il veut se faire un peu plus intelligent, peut-être un peu parce plus que habile? quand l'Afghanistan est tombé et quand les Américains sont partis, on nous avait dit aussi que c'était des modérés qui avaient pris le pouvoir, vous voyez. Oui. On nous l'a dit, non, vous faites pas de soucis, ceux-là, ils ont bien compris, ils vont... Et puis maintenant, les femmes ont même plus le droit de se parler les unes aux autres. Donc, ça pour vous dire à quel point ils sont modérés, quoi. Oui, et à chaque fois, même parfois tous les 6 mois, vous entendez parler d'un signal de modération, où parfois ils infléchissent la ligne sur un tout petit truc, et on en fait quelque chose. Bon, ça ne modifie pas vraiment le fond du Les femmes régime. avaient eu le droit de vote en Afghanistan avant la France. Hein. Ah oui. Alors là, Moi, en 45, ils l'avaient eu dans les années 30. Ah, j'étais pas au courant de ça. Ouais. Bah ouais, non, c'était un pays qui était à peu près normal dans les années 30. Il y avait le roi qui était un type sympa, Ouais. qui a dû mourir en Italie. Ouais, c'est toujours très compliqué. Malheureusement, beaucoup de pays arabes ont besoin d'un pouvoir extrêmement centralisé et très fort. Je dirais pas, oui, arabes, musulmans, c'est pas tout à fait pareil, parce que les Pakistanais, Ouais, non, c'est pas des arabes. C'est pas des arabes. Ouais. Non, oui, musulmans, oui, plus musulmans. Finalement, les Turcs, c'est pas des arabes. Oui. Et puis c'est applicable, les Turcs, c'est applicable à des pays du quand ils sont Maghreb arrivés, aussi. ils sont sortis d'Asie centrale. Quand ils ont tourné à droite, c'était des Mongols. Ouais. Et puis quand ils ont tourné à gauche, c'était des Turcs. Ouais. C'est les mêmes. Hein. Ouais. Oui, c'est ce qu'on appelle une population turco-mongole, quoi. C'est tout ce qu'il y a. Je veux dire, à gauche, c'était les Turcs. Ouais, à droite, c'était. À gauche, ils ont conquis une partie de l'Europe. Et à droite, ils ont conquis la Chine. Ouais, c'est tout ce qu'il y a, oui, de la Mongolie à la Turquie, quoi. C'est tout simplement. Enfin voilà pour ce sujet. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est complètement inattendu. Et au fond du fond, je crois que ça a beaucoup à voir avec une tentative de la Turquie de devenir indépendante énergétiquement. Ah oui, c'est clair. Voilà, pour moi, c'est ça là. Elle est très active. La Turquie ne s'en cache même pas, clairement. Tout autour de Chypre, tout autour de Malte, il y a beaucoup de gaz. D'ailleurs,
depuis que Al-Assad est tombé, on parle beaucoup de Ayat Tahrir al-Sham, en disant voilà, c'est la nouvelle organisation qui est à la tête du pays. Mais enfin, jusqu'à la prise, au moins jusqu'à la prise d'Alep, on parlait beaucoup plus des forces turques qui étaient en présence sur le territoire et qui étaient très actives. C'est revendiqué par la Turquie. Donc voilà, il y a les forces de libération, soi-disant, du peuple syrien. Le Melon est très compliqué parce que, par exemple, Alep, Damas, bon, c'est des villes, mais la plupart des grandes familles syriennes avaient les femmes qui étaient mariées avec des Saoudiens ou avec des Irakiens. Donc vous aviez une espèce de tissu de grandes familles qui était à l'est dans la plupart des... Vous voyez, ils n'étaient pas plus syriens que saoudiens, que irakiens, si vaguement, mais enfin... Donc, le monde musulman n'est pas un monde qui a été terriblement délimité par des frontières. C'était un petit peu, si j'ose dire, comme l'Allemagne avant Bismarck, quoi. Il y avait un prince ici, un roi là, etc. Ils se mariaient les uns avec les autres. Ils étaient tous allemands, mais il n'y avait pas de nation allemande. Évidemment, le grand rêve de tous ces gars-là, quand ils prennent le pouvoir quelque part, c'est de créer une nation arabe qui serait arabe et musulmane. C'est ce qu'ils appellent recréer le califat. Tout à fait. Mais donc, les frontières telles qu'elles sont définies aujourd'hui par l'ONU, avec un siège aux Nations Unies, etc., c'est pas une notion qui a beaucoup d'intérêt dans le monde arabe, quoi, dans le monde musulman. Oui, clairement. D'autant plus que pour beaucoup d'entre eux, ces lignes de frontières, elles ont été délimitées par les anciens colonisateurs. Bon, donc finalement, ça n'a aucun intérêt. Et puis... pour eux, la notion arrêtée de frontières... Mais non, pour eux, il y a le monde musulman et le monde de la guerre à l'arabe. Et puis ensuite, si vous voulez, ce qu'il faut faire si on est un musulman, c'est travailler à la Oumma, c'est-à-dire à l'unité de toute la zone islamique. Donc pour un musulman, il doit travailler à la Oumma et il doit être en guerre contre le reste du monde. Ben oui, ça ils le font avec assez de talent, quoi. Oui, absolument. Enfin voilà, donc pour ce sujet... C'est un sujet très intéressant parce que là, c'est au cœur du... et puis c'est pas très loin de l'Europe. Hein. Non, c'est sûr, c'est pas loin. Et puis on espère ne pas avoir... déjà, si possible, renvoyer un maximum de migrants donc, en Syrie. Mais surtout, ça veut dire que l'armée française, l'armée italienne, l'armée espagnole et tout doivent complètement repenser leur stratégie militaire. C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'ils réorientent toute leur stratégie militaire, non pas vers l'Est comme tous ces couillons le font, mais vers le Sud. C'est-à-dire que le danger va venir du Sud maintenant, c'est sûr, avec la Turquie. On a beaucoup ignoré les tentatives d'Erdogan. Alors, il a pris donc la moitié de Chypre. Ça, l'Europe l'a totalement ignoré. C'est pas lui qui l'a fait, c'était avant, mais enfin oui. Et oui, c'était pas Erdogan. Mais enfin, la Turquie avait pris donc la moitié nord-est de Chypre. Et puis il y a aussi, forcément des tentatives aussi pour prendre certaines îles grecques. Qui sont justement, mais littéralement, qui sont vraiment, qui sont à 10 km des côtes. C'est sûr, c'est très très proche. Les Turcs, c'est clair. Et puis il y en a un paquet de ces îles. Enfin voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette émission. Et puis... On a fait preuve, si j'ose dire, d'une remarquable compétence et d'une capacité à tirer le moindre plan sur l'avenir, quoi. Voilà, absolument. Mais ça, c'est... Je vous ai raconté mon histoire du scorpion au Moyen-Orient. Ça me dit quelque chose, mais... vous savez, c'est l'histoire d'un scorpion qui veut traverser une rivière au Moyen-Orient et il demande à une grenouille qui est là, est-ce que tu peux me porter sur ton dos et puis de l'autre côté, tu me déposes. Et il y a la grenouille qui dit, ça va pas, non, quand je serai au milieu de l'eau, tu vas me piquer. Et le scorpion dit, mais si je te fais ça, on va mourir tous les deux. Ouais. Donc, oui, ça peut t'as pas tort, allez hop, je t'embarque, il l'emmène, et puis au milieu, le scorpion pique la grenouille. Ouais. Et la grenouille qui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Parce qu'on est au Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué, effectivement. Je volais vers l'Orient compliqué, muni de quelques idées simples, dit De Gaulle dans ses mémoires. Ouais. L'Orient compliqué, c'est pas de la tarte. Hein. Ouais, effectivement. Donc voilà, et je vous remercie bien sûr pour votre attention lors de cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur l'Institut des Libertés. Voilà, et on s'ennuie jamais. Merci beaucoup.